Sam? Salut, ça va? Très très bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour Merci ce beaucoup. nouveau format inédit, les capsules du choix. Absolument, très content d'être là. Très heureux d'être là avec toi. On va pouvoir échanger sur plusieurs thématiques très importantes. Oui, exactement. L'objectif, c'est de vous inspirer, de vous partager des pépites sous forme de vidéos pour pouvoir ouvrir votre champ des possibles, vous apporter également de nouvelles perspectives pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie et surtout avoir le choix. Très important de savoir qu'on a toujours le choix et que si on l'a pas, c'est que peut-être on a pris des mauvaises décisions aussi. Mais c'est important ouais, de travailler pour avoir ce choix-là. C'est très important, oui. Eh bien, c'est tout l'objectif aujourd'hui. Tu vas nous inspirer. Et la thématique de cette première capsule, c'est le mindset. Qu'est-ce que c'est le mindset et comment avoir le bon mindset? Alors le mindset, pour les personnes qui sont pas très anglophones, c'est l'état d'esprit en fait, pour traduire littéralement en français. L'état d'esprit, pourquoi c'est important? Parce que les décisions que tu prends, elles vont avoir une influence majeure sur la direction de ta vie en fait. Pas seulement dans le business, pas seulement dans le côté professionnel, mais sur tous les aspects de ta vie en fait. Donc ton état d'esprit, c'est plusieurs choses. C'est la manière à laquelle tu réagis aux événements. Est-ce que tu vas les dramatiser? Est-ce que tu vas les amortir? Est-ce que tu vas les pondérer? Est-ce que tu vas les accepter? Est-ce que tu vas les rejeter? Et la manière dont tu réagis à ton environnement, la manière dont tu réagis à l'information, je trouve que ça dit énormément de la personnalité de quelqu'un. C'est déjà la manière dont une personne réagit, c'est hyper révélateur, je trouve, de l'état d'esprit de l'individu. Alors il y a des courants actuellement qui sont très à la mode sur les réseaux sociaux, ce sont les courants un petit peu qu'on avait oubliés et qui reviennent au goût du jour. Je vois beaucoup de posts sur les réseaux sociaux autour du stoïcisme, c'est-à-dire qu'on apprend aux gens à rester stoïques. Alors le stoïcisme, c'est pas nouveau, ça date de la Grèce antique, donc c'était avant l'Empire romain, et c'est des courants de pensée philosophiques qui sont maintenant ancestraux, parce que ça remonte à l'Antiquité. Et ça revient au goût du jour, et donc c'est une manière aussi quelque part, alors c'est subtil parce que les gens le comprennent mal, ils pensent que c'est devenu être passif, alors que c'est pas du tout ça, être stoïque. Être stoïque, c'est accepter la situation, un peu comme dans les arts martiaux, mais pour les retourner à son avantage. C'est très subtil en fait. C'est pas du tout subir, parce que les gens pourraient penser que stoïque, c'est accepter passivement la chose, et puis faire de ça c'est l'accepter comme ça et ne rien en faire, alors que c'est pas ça le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est l'accepter, mais pour se dire comment je vais pouvoir rebondir après, en fait, c'est plus ça. Très bien. Et est-ce qu'entre le stoïcisme, est-ce que ce ne serait pas peut-être une forme de résilience? C'est le début de la résilience. C'est le premier pas, si tu veux. Si on peut voir la résilience comme une espèce d'escalier à monter, à gravir vers un objectif, c'est le premier. Et c'est une forme de sagesse de savoir reconnaître les choses aussi. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas les reconnaître. On n'accepte pas certaines choses. On est un peu dans le déni. Et être dans le déni, c'est pas bon parce que on fait pas de la réalité un allié. On en fait un ennemi. Et forcément, quand on se met en porte-à-faux par rapport à la réalité, on va avoir l'effet boomerang et ça va nous revenir un jour ou l'autre contre nous. Donc c'est pas bon. C'est très intéressant ce que tu nous partages, sachant qu'il y a autant de réalités que de personnes dans ce monde. Oui. Et c'est quoi pour toi avoir un bon mindset? Avoir un bon mindset, c'est être positif, diffuser des ondes, des good vibes, comme tu dis, comme tu le dis souvent. C'est savoir aussi reconnaître sa place, c'est ne pas jouer un rôle qui n'est pas le sien. C'est apporter de la valeur aux autres, être conscient qu'on apporte quelque chose aux autres et ça nous valorise dans un certain sens. Avoir un bon mindset, c'est avoir des valeurs, c'est avoir des principes, c'est les diffuser auprès des autres, auprès de soi-même. C'est aussi être exemplaire, c'est-à-dire inspirer les autres à faire du bien, à être bien. Voilà, c'est ça avoir un bon mindset. Et puis des fois, c'est juste être cool, chiller, ne pas juger les gens. Voilà, ça fait partie aussi du mindset. C'est très riche. Effectivement, j'ai quelques mots qui me viennent là, c'est be cool and be calm. Ouais, être cool, calme, et puis profiter de l'instant présent. Parfois, c'est juste profiter et puis se laisser porter aussi, c'est bien.
Ne pas toujours être dans la résistance. C'est fatigant d'être toujours dans la résistance. Il y a des moments où il faut accepter comment dirais-je, le flow des choses, le courant des choses. Et parfois, on est surpris, on a des bonnes surprises. Donc, tout ça, ça fait partie du mindset. C'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est à partir du moment où on observe parfois ce qui se passe autour de soi, mais aussi en soi, c'est les opportunités qu'on n'aurait peut-être pas su percevoir si on avait été à toute allure, si on avait vécu une situation par exemple à toute allure. Oui. Bah, le fait d'avoir le bon mindset, il y a aussi quelque chose dans le mindset qui est très important. Alors le mindset c'est perso, il y a le mindset pro. Donc là, tu me parles d'opportunité, donc on est plutôt dans le pro. Alors dans le pro, avoir un bon mindset, c'est aussi avoir un niveau de conscience qui est plus élevé que les autres. C'est-à-dire que quand il y a une opportunité qui va se présenter, tu vas être déjà aux aguets et tu vas la capter, mais en un quart de seconde. Et ça fait partie du mindset, c'est-à-dire que tu es opportuniste, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tu as vu l'opportunité, et si elle va dans ton intérêt et si elle correspond à tes attentes, bah, tu vas la saisir. C'est tout simple. Et c'est un réel challenge, peut-être pour vous qui nous écoutez, si vous vous demandez comment développer votre mindset, mais j'ai bien envie de te poser cette question, Bassem, comment développer concrètement son mindset au quotidien? Bah écoute, c'est un exercice vraiment quotidien comme tu le dis, c'est-à-dire que la première chose je pense pour développer son mindset, c'est d'abord de prendre des décisions par soi-même. Alors comme ça, comme je te le dis, ça a l'air tout... C'est logique en fait, chacun a envie de dire, ben moi je prends mes décisions moi-même. Mais il faut prendre des décisions et puis aussi être capable de se dire, ah là, ce que j'ai fait c'était bien, donc ma prise de décision était bonne, donc c'est à reproduire. Là, ce que j'ai fait, c'était moins favorable, donc il faut que je change. Donc avoir un bon mindset, c'est aussi être capable de se remettre en cause, pour moi c'est très important. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure, et c'est très important déjà d'être, comment dirais-je, à la fois son maître, et à la fois son élève. Il faut être coachable en fait, il faut rester... il faut toujours être dans une perspective d'évolution, de progression continue. Et rien que d'être comme ça te permet de progresser d'une manière incroyable. Exactement. Là, je te parle vraiment des fondamentaux, hein. Je ne vais pas très loin, mais c'est la base. Exactement. Et est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas un ingrédient essentiel également qui serait l'observation de soi? Oui, l'observation... Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi la remise en cause de soi-même. Parce que si tu t'observes et que tu n'es pas capable de t'auto-critiquer, de t'auto-juger, de t'auto-analyser quelque part, bah ça sert à rien, tu es juste un simple observateur, donc tu n'avances pas. Mais qu'est-ce que tu fais de cette observation? Là, ça m'intéresse. Et tout à fait. Par contre, je me permets d'amener en fait une vision, tu vois, une vision. Se critiquer, c'est pas quelque chose qui est confortable. Non. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Oui, il faut accepter. Et puis des fois, il faut accepter que notre propre ego nous trompe. Des fois, on est dans des postures, on arrive dans des situations, on se dit non, là, c'est pas une décision raisonnable. Là, mon ego, il m'a trop... j'ai été trompé par mon ego, donc là, il faut faire marche arrière. On peut le reconnaître ou ne pas le reconnaître, mais l'important, c'est toujours de rectifier. C'est surtout ça l'essentiel. Sachant que l'ego est rusé. Il a des techniques, des stratégies, en fait, pour... L'ego est très rusé. En fait, oui. Notre cerveau, on a tendance à l'oublier. C'est le fruit de presque 7 millions d'années d'évolution. On a un super ordinateur dans la tête, qui a été le fruit d'une évolution incroyable. Et donc, dans le cerveau, il y a le système du déni, on en parlait tout à l'heure, par rapport à la réalité. On n'accepte pas la réalité, on se met en porte-à-faux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas réussir, parce qu'ils sont dans une forme, quelque part, sans vouloir les stigmatiser, bien entendu, mais ils sont dans une forme d'auto-sabotage. C'est-à-dire que comme ils savent qu'ils peuvent pas faire telle chose, ils peuvent pas arriver à ce point-là, ils vont s'empêcher d'arriver à ce point-là pour ne pas être dans une situation d'échec. Très souvent, la situation qui pose problème est connue. Elle est connue, on est dans une forme de non-dit parce que la personne ne peut pas le verbaliser par rapport aux autres parce que ça lui mettrait son image en porte-à-faux. C'est très difficile à accepter, sachant qu'on vit dans une société qui est de plus en plus concurrentielle, qui est de plus en plus compétitive, où chacun doit être la meilleure version de soi-même. C'est dur pour quelqu'un d'assumer d'avoir une faiblesse. C'est très compliqué. Je suis d'accord avec la poussière sous le tapis et d'avancer et en espérant que les gens ne le voient pas.
mais en général, les gens ont une intuition et le sentent intuitivement. Et très souvent, qu'est-ce que tu en penses, le fait que les personnes vont peut-être volontairement mettre de côté une situation qui pose problème et mettre justement toutes ces situations en dessous du tapis par peur de l'inconnu, par peur de manquer, en tout cas pour préserver quelque chose qu'elles ont, même si ça ne leur convient pas, mais simplement se dire, ok, ça je connais, je prends pas de risque, c'est zéro prise de risque, même si je suis pas heureux ou heureuse dans ma situation, ça je connais, je sais gérer. Et la peur justement de l'inconnu. Je crois savoir gérer. Souvent, c'est le je sais qui ressort, en tout cas. Ouais, je crois savoir, parce Oui. qu'il y a toujours un facteur X qui rentre dans l'équation et qui vient tout perturber, on va dire. Tout à fait. Et donc, c'était quoi ta question? Qu'est-ce que tu penses du fait que les personnes peuvent parfois s'enfermer dans une vision où, ok, ça je connais, ça me convient pas, mais je vais supporter en attendant, parce que ça je connais, zéro prise de risque. Par rapport à ce mindset qu'on construit, peut-être inconsciemment aussi, d'avoir ce mindset de résistance, de résister à une situation par peur de manquer ou par peur de l'inconnu. D'accord. Écoute, c'est un mindset qui est répandu, en fait. C'est le mindset le plus répandu, c'est le mindset de la zone de confort, Oui. dans laquelle les gens sont à l'aise. Et c'est pourquoi, lorsque quelqu'un déclare, verbalement ou pas, qu'il a beaucoup d'ambition, ça met beaucoup de gens mal à l'aise. On ne comprend pas, on dit mais pourquoi il a une telle ambition? Pourquoi il veut réaliser ça? Et en fait, ça les renvoie à leurs propres conditions, à leur propre non-prise de risque. Et c'est pour ça qu'on est assez mal à l'aise avec la réussite des autres, même si en façade on dit bah, bravo, félicitations, je suis content pour toi, continue, vas-y, fonce. Mais à l'intérieur de soi on se dit mais et moi? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tel âge? Qu'est-ce que j'ai concrétisé dans ma vie? Les années passent, le temps passe, les opportunités que j'ai déjà ratées, elles sont nombreuses. Donc chacun doit avoir midi à sa porte et ouais, la remise en cause elle est essentielle. Cet effet miroir, très souvent qu'on peut avoir au sein de la société, il bouscule et il fait mal à des degrés différents. Ouais, bah ça dépend de son histoire en fait. Ça peut faire mal. Après attention, ça peut être aussi un carburant et un moteur incroyable. C'est-à-dire que Oui, le c'est fait vrai. de voir d'autres réussir, là encore on revient au mindset. Et oui. Et donc je reviens à ce qu'on disait au début, c'est la manière dont tu réagis aux événements. C'est-à-dire que parfois tu vas voir quelqu'un, parfois proche, parfois moins proche, réussir et tu te dis mais si lui ou elle a fait, pourquoi moi je pourrais pas le faire? Donc tu vois, donc ça c'est on va dire le mindset, la réaction on va dire plutôt positive, qui te pousse à aller de l'avant. Et puis généralement malheureusement c'est le cas, on dit tant pis pour moi, je suis dans ma situation, j'ai déjà un appart. Après on se fait plein d'excuses. J'ai des enfants, j'ai un appartement, j'ai un crédit, je suis engagé, bon voilà. Donc après tant pis. Le temps passe. Qu'est-ce que tu peux nous partager justement pour faire un choix aujourd'hui, là, se dire stop, j'ai envie de booster mon mindset, là je fais le choix de booster mon mindset. Comment? En fait l'idéal pour booster son mindset, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire de se confronter à des personnes, alors que maintenant on est à l'ère du web bientôt 4.0, donc on peut se confronter à des personnes, de façon directe ou indirecte, qui sont très différentes de nous. C'est-à-dire que tu vas te confronter à des cultures de personnes. Quand je dis culture, c'est pas une culture d'un pays, c'est une culture mentale d'une personne, par exemple, qui est vraiment hyper dans le risque, qui est vraiment a pas peur du risque, qui prend des risques, tu vois. Et tu te mets en relation, entre guillemets, directe ou indirecte avec une personne comme ça. Et tu commences à... Et le fait d'être en proximité avec cette personne, il va y avoir un effet de contamination positive, tu vois. On va dire un autre exemple pour clarifier mon propos. Par exemple, si toi, tu trouves que dans ta vie, tu n'es pas très courageux ou pas très courageuse, tu peux lire la biographie, par exemple, de quelqu'un que tu trouves, toi, hyper courageux. Et ça va débloquer des choses en toi, ça va ouvrir des portes. Et rien que le fait de prendre conscience déjà de ce point-là, par exemple, du manque de courage intrinsèque à ta vie, et le fait de te confronter à ça, c'est quand déjà tu es déjà sur un chemin de résilience, tu es déjà sur un chemin où tu es en train de te reconstruire en fait, en quelque sorte. Ça demande du temps, ça demande de la volonté aussi. Et si j'ai bien compris ton idée, ce serait de s'inspirer et de se nourrir d'un presque idéal, une personne idéale qui a fait le chemin qu'on a envie de faire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi je prends toujours le fait de se mettre en relation avec des personnes qui sont déjà allées là où on veut aller. C'est très important, c'est capital.
parce qu'ils ont déjà été confrontés à nos obstacles, aux contraintes que nous on va rencontrer. Donc c'est vraiment les personnes les plus à même de nous conseiller. C'est une forme de mentorat, si tu veux. C'est une forme de mentorat. Et le fait de se confronter à ce type de personnes, on peut le faire de différentes manières aujourd'hui. Il y a plein de manières de le faire. Ça peut être quelqu'un, un vrai mentor qui te suit régulièrement, ça peut être un livre, ça peut être un podcast, ça peut être une vidéo, ça peut être ce que tu veux. Ça peut être une conférence. Ça va te permettre de grandir, quoi, mentalement, spirituellement, de manière ésotérique, dans ton business. Tu vas voir les choses sous un angle inédit et c'est très important. Et ça va ouvrir des perspectives nouvelles. Oui, ça t'ouvre un nouveau champ des possibles, clairement. Après, est-ce que tu vas être capable de saisir ce nouveau champ des possibles? C'est encore une autre question, parce qu'il y a la question de la compétence et de la confiance qui viennent après. Mais déjà, tu t'ouvres un champ qui avant était totalement, comment dirais-je, sous-jacent, quoi, caché. Et c'est là où le moment du choix arrive, étant donné que tant qu'on est chez soi, sur son canapé, sur son ordinateur, dans son bureau, on se nourrit, on s'inspire, on découvre. Et à un moment donné, il faut passer à l'action et faire ce choix de se dire, ok, maintenant j'ai passé un cap, j'ai des inspirations, et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Quand est-ce qu'on passe à l'action avec on va dire quand on sent qu'on a ce bon mindset positif et qu'on l'a suffisamment travaillé, parce qu'effectivement c'est un travail qui est quotidien, quand on a ce développement intérieur qu'on continue à nourrir chaque jour, quand est-ce qu'on fait le choix? On fait le choix. Alors, il y a plusieurs écoles là-dedans. Il y a des gens qui vont dire attends d'être prêt pour te lancer. D'accord. Bah oui. Alors, moi, je suis plutôt de l'école n'attends pas d'être prêt pour te lancer. Lance-toi et les choses vont se mettre en place, vont se structurer autour de toi pour te permettre de réussir. Donc, voilà, il faut se lancer. Mais dès qu'on sent que c'est quelque chose aussi qui nous appelle, il faut que ça soit, si tu veux, il faut que ça soit bilatéral. Il ne faut pas que ça soit unilatéral, tu vois. Si c'est moi qui sollicite cette chose-là et je sens que la réponse dans l'autre sens, elle n'est pas positive, ou elle est toxique, ou elle est brouillée, c'est un no-go, il ne faut pas y aller. Ok, c'est no way. Par contre, si tu sens qu'il y a un échange de bons procédés entre toi et cette chose, toi et cette opportunité, toi et ce marché, toi et ce public, toi et cette communauté, il faut y aller à fond. Parce que toi, tu vas être quelque part leur représentant. Tu vas les aider eux-mêmes à gravir un échelon dans leur montagne, dans leur évolution personnelle. C'est beau ce que tu nous partages, Basset, mais joliment illustré. Très souvent, c'est quand on n'a pas l'ombre d'un doute. Oui. Quand on sent en fait que ça s'aligne, que c'est presque une évidence. Une évidence. Est-ce que ce ne serait pas là justement le moment de faire ce choix positif pour aller de l'avant et faire autrement? Oui. Oui, mais de toute façon, tu le ressens en toi. C'est-à-dire que tu ne peux même pas le verbaliser. C'est ça. Tu sens que les planètes sont alignées, comme tu l'as dit. Tu sens que tu es confort. Tu as l'impression d'être chez toi et que c'est toujours été ton chez toi, en fait. C'est très curieux. C'est comme quand tu rencontres quelqu'un et tu as l'impression de le connaître déjà depuis 15 ans. Ça, c'est très bizarre. Alors que tu le connais depuis 15 minutes. C'est vrai. Et donc, c'est très curieux. Et puis des fois, tu vas dans des endroits, tu dis mais je connais déjà cet endroit, c'est curieux. Et puis des fois, tu rencontres des opportunités, elles sont faites pour toi. Il n'y a que toi qui pouvais les saisir à cet instant-là. Tu as vraiment toutes les compétences pour le faire et tu le fais bien, quoi. En général, tu es impliqué, donc c'est génial. Tu es aligné avec la chose, quoi. Donc un bon mindset, pour rebondir, ce serait l'opportunité de faire un choix évident. Parce que ce choix, cette possibilité positive est une évidence. Alors, selon les personnes, c'est plus ou moins évident. Parce qu'il y a des personnes qui sont claires avec eux-mêmes, d'autres qui sont moins claires avec eux-mêmes, d'autres. Chaque situation est tellement particulière, d'autres qui sont bloqués dans des situations un peu qui leur sont propres. Donc, on va dire c'est un niveau de clarté qui est plus ou moins clair selon les individus. Sachant que le bon mindset, en général, si tu as vraiment un bon mindset, tu as une pensée qui est claire. Tu as une pensée qui est claire, qui est limpide, elle n'est pas opaque, elle n'est pas floue. Parce qu'en général, tu sais où est-ce que tu veux aller et tu as déjà une idée du comment. Ce qui est déjà un très grand pas. Et donc, le fait de travailler son mindset, est-ce que ce ne serait pas aussi le moyen de pouvoir limiter les interférences extérieures, tout ce qui peut venir nous polluer en fait, dans nos choix au quotidien? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, les interférences,
façon quotidienne. On peut pas les arrêter. Non. À moins de vivre dans une grotte tout seul autour d'un feu. Mais quelle est l'importance qu'on peut leur donner, justement? Est-ce que ce ne serait pas le moyen de réduire le niveau d'importance qu'on leur accorde? L'importance la plus basse possible, en fait. Oui. La plus basse possible. Alors, il y a pas mal d'ouvrages qui vont dans ce sens-là et qui parlent de distraction, enfin, comment limiter les distractions, il faut couper les notifications sur son téléphone parce qu'on est tout le temps embrouillé, etc. Je dirais oui. Il faut savoir s'extraire de la société pour travailler sur soi-même, sur ses projets, en n'ayant pas ces interférences parce qu'elles sont tellement... elles nous prennent de l'énergie mentale, physique. Même parfois, les gens passent des nuits blanches parce qu'ils pensent au lendemain. Tu sais, il y a toujours cette peur du lundi, tu sais, la peur du dimanche soir pour le lundi. Comment mon patron il va réagir si je lui dis ça, comment je vais faire cette présentation, est-ce que ce client il va signer, tu sais, t'as toujours plein d'angoisses. Les gens ils endorment même plus la nuit. Donc les interférences, elles font partie de notre quotidien et c'est à nous de leur donner la place qui est la leur, c'est-à-dire la place la plus basse possible et la plus minime qui soit, pour ne pas être intoxiqué par ça en fait. Tout à fait, sachant que aucun échec n'est fatal. Non, aucun échec n'est fatal de toute façon, à part si nous on fait ce choix-là, de dire voilà cet échec-là il m'a mis KO et je reste là où j'en suis, ça relève encore de notre choix, quoi. On revient à la case départ, ça revient à c'est nous qui décidons ça en fait. Donc c'est à nous de nous relever et puis d'aller de l'avant. C'est ça le bon mindset, c'est toujours d'aller de l'avant et de construire quelque chose qui va nous dépasser, quel que soit en fait, d'avoir une œuvre en fait. Ça c'est le bon mindset, de laisser quelque chose derrière soi, très important. Et de transmettre dans ce cas? Si ton œuvre elle est suffisamment éloquente, elle va se transmettre naturellement, tu vois. Elle va être là. En fait, ton succès, il parle de lui-même. T'as pas besoin de te mettre en scène, de te faire une auto-promotion incroyable. Quand t'as un vrai succès, ton succès il est déjà très éloquent. T'inquiète pas. Ça. Après, qu'est-ce que le succès, tu vois? C'est variable. Chacun a une idée du succès. Je te rejoins. Mais le mindset, l'état d'esprit, la préparation mentale, il y a même des athlètes qui font une préparation mentale avant des grandes épreuves, c'est très important. C'est très important parce que ça va te permettre d'avoir les bonnes réactions, de faire les bons choix stratégiques à l'instant T, d'avoir la bonne attitude, et on sait combien l'attitude est importante. Et quand tu mets tous ces éléments-là dans la balance, tes chances ta probabilité de réussir, elle augmente, mais considérablement. Alors que si tu as un mindset qui est pauvre, ou t'as pas confiance en toi, ou t'es pas éloquent, tu sais pas comment réagir, t'es pas professionnel, etc., le résultat il sera moins probant. C'est très pertinent ce que tu viens de nous partager et je rebondis sur cette image. Est-ce que peut-être le fait que parfois il y a des personnes qui se sentent épuisées, surmenées, le fait justement de changer de mindset, de faire le choix de changer de mindset, d'avoir la vie de façon plus positive, le fait de dépenser, de consacrer moins d'énergie aux choses qui nous perturbent, qui nous polluent, quelque part ce serait pas le moyen aussi de vivre en fait, d'avancer plus facilement en mettant son énergie au bon endroit sans gaspiller entre guillemets cette énergie. Oui, c'est sûr. Non, il y a aucun doute. C'est sûr. Là, je signe directement. Après, il y a des gens qui font le choix, on revient encore au début, qui font le choix de se focaliser, je pense que c'est volontaire ou involontaire selon les cas, sur le négatif. Donc forcément, ils sont dans une spirale infernale. C'est fatigant. Franchement, je les plains. Moi, je fais toujours le choix, quelle que soit la situation, quelle que soit la nouvelle, d'essayer de voir le positif là-dedans. Tu vois? Je me dis, bon... On a ce point en commun. Toujours, je te jure. Même par exemple, prenons un cas qui m'est arrivé. Par exemple, la voiture va tomber en panne. Je me dis, bon, c'est un peu gênant. Mais bon, peut-être que je vais marcher plus. Tu vois? Ou peut-être que je vais prendre les transports en commun. Tu vois, et en attendant que ma voiture soit réparée. Donc j'essaie toujours de voir le positif. Et puis quand je vais récupérer mon véhicule, je vais pouvoir rouler avec pendant longtemps sans avoir à faire de révision puisque j'ai déjà fait. Donc tu vois, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein. C'est très important. Tu vois, c'est vraiment un point très positif et ça te permet de vivre. T'es plus heureux en fait, tout simplement. Tu vois, t'es moins dans l'autocritique vaine et la négativité parce que c'est très très toxique.
Et c'est une façon de se faire un beau cadeau aussi au quotidien. C'est surtout un moyen aussi de pouvoir percevoir les plaisirs simples de la vie, que chaque petite réussite finalement puisse devenir presque une grande victoire en se disant mais ça c'est fait, malgré les difficultés, malgré les adversités, ça c'est une réussite, même si elle est toute petite. Ouais. Elle a le mérite c'est ma réussite en tout cas, c'est la mienne. Exactement. C'est la mienne et elle m'est propre. Et la vie, c'est que ça, c'est des enchaînements de petites réussites qui après deviennent quelque chose de magnifique. Et oui, ça c'est la répétition des réussites aussi qui crée... Oui, tout à fait. Ouais, il faut être dans ce mood-là, c'est très important. On se fait vraiment un beau cadeau. Et ce que je constate, tu vois, parce que en côtoyant beaucoup d'entrepreneurs, ils ont un trait commun, c'est qu'ils sont super optimistes. Ils sont d'un optimisme même... une fois, j'ai rencontré un entrepreneur et il m'a dit j'ai fait mon étude de marché, j'ai fait mon business plan. Et moi, je lui dis, ok, bah, très bien. Et je lui dis, mais tu tablais sur combien de parts de marché? Parce que quand tu fais un business plan, tu fais un prévisionnel, tu dis, voilà, je pense avoir 5, 10, 15% du marché, ce qui est déjà énorme, tu vois. Si un marché fait 1 milliard d'euros et que toi, tu vises 15%, ça représente quand même 150 millions d'euros, tu vois, ce qui n'est pas négligeable. Et lui, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, non, moi, je visais 100% du marché. Mon offre, elle était tellement bien... Mon produit était tellement parfait, technologiquement, c'était tellement abouti, on était tellement sûr de faire une sorte de révolution. Mais nous, on pensait avoir 100% du marché. On comprend même pas pourquoi les gens n'achètent pas chez nous. On comprend même pas pourquoi ils sont encore chez un concurrent. Et c'est cet état d'esprit-là qu'il faut avoir. Alors, si tu fais pas 100%, c'est pas grave. Ils ont pas fait 100%, mais ils ont très bien réussi. Mais tu pars du principe que tu vas faire 100%. Et que, bon, après, il y a toujours... T'es aussi confronté au choix des autres. Tu peux pas les forcer à te rejoindre forcément, tu vois. Donc t'es obligé de... On va dire c'est la limite, parce que même l'optimisme a une limite, tu t'arrêtes au choix des autres. Effectivement. Et il y a une limite quand même dans ce truc-là. Oui, et la limite à l'optimisme, c'est peut-être le réalisme à un moment donné. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Bah, on le disait tout à l'heure, on est toujours rattrapé par la réalité, on a toujours cet effet boomerang. Et nous... Ce qui est intéressant aussi dans la réussite, puisqu'on en parle là en détail, c'est qu'il faut avoir conscience d'une chose. Qui que tu sois sur cette terre, ta responsabilité, c'est comment tu fais les choses. La responsabilité des autres, c'est comment eux vont y réagir. Et toi, tu peux pas être à la fois dans la production de choses et dans la réaction des autres. Tu peux pas être sur ça. Donc toi, ce que tu vas faire, tu vas te focaliser, tu vas faire un focus sur ce que toi tu sais faire et tu vas essayer de le faire de la meilleure manière possible, en perfectionnant ton art, en perfectionnant ton approche, en délivrant le maximum de valeur aux autres. Après, la réaction des autres, ce n'est plus ton problème. Tout à fait, sachant que c'est déjà beaucoup de pouvoir prendre en charge cette première partie. Il y a déjà un vrai travail en soi. Il y a un vrai travail en soi. Donc ça, c'est pour, quand je dis ça aux gens, c'est pour les libérer en fait, parce qu'ils ont le fardeau de faire, ils ont le fardeau de la réaction des autres. Et moi, je leur dis non, la réaction des autres ne t'appartient pas. C'est pas de ton ressort. Que les gens aiment, que les gens n'aiment pas, que les gens critiquent, que les gens t'encensent, c'est plus toi. Ça doit pas être toi. C'est pour ça que on doit être très vigilante par rapport aux gens qui viennent nous féliciter, nous encenser, parce que quelque part, c'est comme une sorte de piège. Parce que notre ego il va être très valorisé, on va avoir la grosse tête, on va avoir le melon, comme on dit. Et au bout d'un moment, on va faire le minimum et on va atteindre le maximum. Et c'est là où on se plante. C'est pour ça qu'on dit que le moment de la réussite, c'est le moment le plus dangereux dans la vie de quelqu'un. Parce qu'il faut être très vigilant à ce moment-là, à garder bien les pieds sur terre et à rester focus sur la prochaine chose qu'on va faire. Garder peut-être aussi la tête froide, quoi qu'il arrive. Il faut savoir célébrer ses réussites, oui. Mais il faut savoir aussi que le lendemain, quand il n'y aura plus personne, que tu vas revenir au charbon et que tu seras tout seul quelque part. Ou avec ton équipe restreinte. Donc c'est une forme d'humilité. Oui. Merci beaucoup Bassem pour tout ce que tu nous as partagé. Quel serait le mot de la fin de cette capsule du choix sur le mindset? Alors, le mindset, pour faire une synthèse, c'est un résultat. C'est une résultante, tu vois. C'est-à-dire que c'est le résultat de ta vie, ce qui n'est pas rien. C'est le résultat de ton caractère, de tes attitudes, de tes comportements, de tes réactions. Ton mindset, tu peux le changer en faisant une formation. Quand je dis une formation, c'est une auto-formation, c'est-à-dire que tu lis des livres, tu apprends des nouvelles choses, tu découvres, tu te découvres.
Et en te découvrant, en apprenant des nouvelles choses, tu vas faire évoluer ton mindset. C'est-à-dire que tu vas mieux connaître l'histoire, tu vas mieux connaître l'économie, tu vas comprendre certaines choses, tu vas comprendre la société. Et ça va te faire grandir. Okay, jamais vu quelqu'un avoir plus de connaissances, jamais, hein, et faire de plus mauvais choix qu'avant cette connaissance. Ça n'existe pas. Okay, en principe, l'accès au savoir, l'accès aux connaissances, c'est quelque chose qui est censé de te permettre de prendre les meilleures décisions, les décisions les plus avisées possibles. Okay, donc, ce mindset-là, c'est le résultat de tout ce que j'ai dit précédemment. Les expériences, les réactions, le caractère, l'attitude, l'éducation, le savoir. Et dans tout ce cheminement-là, tu as une très grande responsabilité dans ton mindset. Tu ne peux pas dire, voilà, on m'a implanté ce mindset-là dans la tête. Non, parce que tu peux le changer. Et oui, et c'est là où le choix intervient. Personne ne l'oblige, la personne à le faire. Donc c'est là où tu interviens, mais tu as aussi une forme de résistance de ton esprit qui te dit « Non, je ne veux pas aller là. » Pas parce que c'est plus confortable justement de rester tel qu'on est que de changer. C'est dur. C'est dur. Ou je ne peux pas faire ça, donc ne m'oblige pas à aller là. Donc l'esprit va résister toutes ses forces. Donc c'est un déverrouillage, mais hyper sensible. Et donc, ouais, le mindset, c'est très important. C'est très important parce que si tu as le mauvais mindset, en résumé, tu peux passer à côté d'opportunités qui sont juste incroyables. Et c'est trop dommage. Donc, le meilleur mindset, c'est d'avoir l'esprit ouvert, d'étudier les choses de manière sans limite, enfin, d'étudier les choses sans restriction, et puis après de voir qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire. Il y a aussi une chose que j'aimerais préciser, c'est qu'à différents stades de sa vie, il y a des choses qu'on accepte et d'autres qu'on n'accepte plus. Tu vois, ça fait aussi partie du mindset, parce que je dis que c'était une histoire, c'est ton attitude. Et moi, je sais que par exemple, si demain tu me proposes des missions, toi ça doit être pareil, et qui ne correspondent pas à ton état d'esprit, ou qui ne correspondent plus à ton état d'esprit, bah, c'est des choses que, en principe, tu ne vas pas accepter de faire. Et que d'autres vont accepter de faire, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés au stade où toi tu es. Donc il y a aussi cette notion de maturité aussi. Oui, c'est intéressant, donc, la maturité. C'est très important. Donc il y a des choses que tu acceptes de faire, parce que tu es dans une situation donnée. Prenons par exemple le cas de l'étudiant. Qu'est-ce que c'est le cas de l'étudiant ? C'est quelqu'un, c'est une personne qui accepte d'échanger son temps contre un diplôme. Donc elle dit quoi à la société ? Moi je suis prêt à passer 4, 5 ans, 6, 7 ans, 10 ans de ma vie à investir ce temps-là pour au final avoir un diplôme qui va me permettre d'accéder à des postes que j'aurais pas eu sinon. C'est ça le principe du diplôme. Et donc c'est quelqu'un qui va mettre sa vie professionnelle entre parenthèses pendant ce temps-là. Ou élargir son temps, ça c'est une expérience personnelle. Le fait aussi de se dire quand on est entrepreneur, de ne pas se limiter peut-être non plus à ce qu'on fait, mais de se dire à un moment donné, de se former pour avoir de nouvelles connaissances, mais ça demande une grande agilité aussi pour ne pas perdre le cap sur son activité principale, mais pour autant ne pas manquer une opportunité de se former et d'aller encore plus loin pour générer de nouvelles... de nouveaux, par exemple, services, prestations de services, etc. Oui. Alors, les entrepreneurs, en général, ils ne se forment pas eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas le temps. Non, bien sûr. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont recruter des équipes, ou ils vont racheter une entreprise, directement pour saisir ces opportunités-là, s'ils estiment, si il ou elle estime que cette opportunité en vaut vraiment la peine. Tout à fait. Donc oui, mais ils ne vont pas eux-mêmes se former. Hein. Il y a aussi un... En fait, l'entrepreneur, c'est un peu ambigu. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs. C'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs qui vont être hyper compétents, mais je te jure, hyper experts, vraiment des têtes pensantes, qui sont super compétents sur les domaines financiers, sur des domaines de comptabilité, sur des domaines stratégiques. C'est vraiment des esprits très puissants dans ces choses-là. Et puis, à côté de ça, donc je t'ai pris vraiment le cas de personnes qui sont très bien formées, qui sont hyper compétents. Et à côté de ça, tu as juste un autre entrepreneur. C'est pas un mythe, hein. Un autre entrepreneur qui est un entrepreneur qui, c'est pas un choix de sa part, mais qui est un entrepreneur comme le précédent qui est compétent, mais dont la principale compétence, c'est de porter des projets, d'initier le projet. Alors en général, c'est quelqu'un qui a des moyens, ce qui peut être le cas du précédent aussi, il peut avoir beaucoup de moyens, mais cette personne-là, la deuxième, elle a des moyens et elle initie le projet, donc elle va avoir des équipes autour de soi, d'elle, qui vont permettre au projet de se développer, et c'est tout. Donc ils ont été, on va dire, c'est comme tu sais quand il y a un politique qui vient et qui pose la première pierre du chantier, tu as déjà vu des cérémonies comme ça, où qui viennent couper les ciseaux du truc.
Mais ils n'ont pas été dans le chantier. Ils n'ont pas bâti le bâtiment. Symboliquement, ils viennent poser la première pierre. Mais sans eux, il n'y aurait pas de chantier. Exactement. Donc, et parfois je discute avec eux, ils me disent, tu sais, moi je sais pas lire un bilan comptable. Hein. Pourtant je suis millionnaire, pourtant je suis milliardaire. Mais le bilan comptable, et des fois ils demandent à leur équipe, tu peux m'expliquer c'est quoi cette ligne-là? Et les gens disent, mais attends, mais comment tu fais pour être aussi riche et pas savoir ça? Ouais, parce que j'ai des gens qui le font pour moi en fait. Moi je n'ai pas à faire tout ça. Donc c'est le pouvoir de la délégation. Tout à fait. C'est le fait de pouvoir déléguer aux autres des choses que toi, t'es pas censé, ou t'es pas habilité, ou t'as pas le temps de le faire parce que toi, ton cerveau, il est déjà dans le futur. T'es déjà ailleurs en fait, t'es déjà en train de préparer 2040 ou 2050. C'est là où c'est intéressant justement quand on peut déléguer, de devenir expert dans son domaine, plus, parce qu'on fait que ça, on concentre son énergie que là-dessus finalement. Ouais. Oui, mais c'est aussi, si tu veux, c'est le résultat de réussite précédente, tu vois. Si, par exemple, tu as un rentier qui est millionnaire, qui a plein d'appartements, des dizaines ou des centaines d'appartements, c'est quelqu'un qui peut se permettre de se réveiller à 14 heures dans la journée. Il n'a pas besoin de se réveiller à 7 heures du matin. Il n'a pas besoin de prendre sa voiture ou prendre les transports en commun pour aller travailler 9 heures dans un bureau. Tu vois? Mais ça, c'est le pouvoir de l'indépendance financière, de l'éducation financière, du business. C'est qu'au bout d'un moment, tu vas devenir maître ou maîtresse de ton temps. Bah, c'est la récompense. C'est une belle récompense. Voilà. Où tu peux voyager, où tu peux faire ce que tu veux avec ton argent. Tout à fait. Mais dans ce cas, la construction d'un mindset positif, c'est le socle quelque part. C'est l'étape zéro. Ouais. C'est l'étape zéro, c'est la genèse de tout ça. Ce serait la première pierre à l'édifice. C'est vraiment... C'est pas la première pierre à l'édifice, c'est la personne qui va construire la première pierre à l'édifice. D'accord. C'est encore... On est vraiment dans l'étape zéro, quoi. Même pas l'étape 1. Mais si t'as pas le bon mindset, t'es cuit. Ça y est. Donc on est vraiment dans une question presque culturelle. Parce que des fois, tu vas dans des soirées, dans des restaurants, avec des amis, tu discutes avec des gens, des groupes, et tout de suite, on va pas se mentir, tu sens si tu es en phase avec eux ou pas. C'est vrai. Et ça prend quelques secondes en général. Ah oui. Et le pire truc pour révéler ça, c'est quand on va dans le champ soit économique, soit politique. Alors politique, là, c'est direct. Les gens vont donner des avis, et tout de suite, soit tu es à l'aise, soit t'es pas à l'aise, soit t'es d'accord, soit t'es pas d'accord, mais c'est très binaire. C'est oui ou non. Mais très rapidement. Parce que ça concentre en même temps un paquet de croyances. C'est là où justement on a toutes les croyances de tous les domaines possibles, familiaux, oui. etc., qui viennent se bousculer, se confronter aussi. Oui. Alors moi j'aime pas parler politique parce qu'en général je repars fâché. Donc c'est une question que je souhaite pas aborder parce que tu peux trouver quelqu'un qui est super brillant, super intéressant, mais je trouve qu'il va avoir des idées qui sont pas cohérentes avec ce qu'il avait dit précédemment, ou pas cohérentes avec son métier, ou pas cohérentes avec... Mais bon, c'est tellement personnel. Bon, le vote et les bulletins de vote sont... C'est privé, quoi, on n'a pas à le dire. Mais voilà, c'est assez révélateur. Sur la question économique aussi, c'est très révélateur. Il y a des gens qui sont plutôt des libéraux, voire des ultra-libéraux, d'autres qui sont plus sociaux. Bon, voilà, il faut trouver un équilibre. C'était extrêmement intéressant. Tout ce que tu nous as partagé, c'est aujourd'hui. La semaine prochaine pour la prochaine capsule. À la semaine prochaine. Très bon, on se dit